Et bonjour à tous et à toutes, en particulier aux gens qui rejoignent la rediffusion. Alors, j'ai bien sûr un conducteur qui me dit ce que je dois dire. Aujourd'hui, on va parler des hallucinations, des hallucinations de l'IA et de manière générale de l'utilisation de l'IA en 2025, avec deux experts, donc avec Jean-Charles et Grégory, que vous avez pu voir sur la vignette et sur la description. Ils sont déjà là, on a eu le temps de faire plein de blagues avant. Là maintenant, on va lancer le générique pour que vous ayez le temps de vous installer, prévenir vos copains que ça va commencer. On aura plein de sujets abordés et ce sera cool. C'est parti ? Bienvenue, bonjour pour ce live. Alors, je suis super content de voir plein de gens super chouettes dans le chat. Merci beaucoup de venir partager ce repas avec nous. Est-ce que vous avez utilisé une IA générative pour faire la recette du repas ? Moi, j'ai essayé de demander à ChatGPT une recette, à Gemini une recette de crêpes. Je peux vous dire que les proportions n'étaient pas ouf. La recette était très viable, mais il y avait beaucoup trop de farine, quoi. Donc j'ai rajouté du lait. Est-ce que ça t'étonne, Grégory ? Non, ça m'étonne pas forcément. Bonjour Damien, déjà. Ça va. Bonjour à tous. J'essaie d'engager le chat. Là, on est parti. Je parle de bouffe et de recettes depuis. C'est le sujet. Non, personnellement, moi, je n'utilise pas ChatGPT pour mes recettes de cuisine. Je préfère les bonnes vieilles méthodes. Je le savais. Mm. Alors aujourd'hui, du coup, on est avec Grégory Descamps. Tu es data scientist freelance. Tu es spécialisé dans la vision par ordinateur et les modèles publics. Tout ça fait finalement, tu fais ce métier-là depuis plus de 10 ans. Tu faisais ça avant que ce soit cool, les réseaux de neurones, etc. Ah, je dirais même 25 ans. J'ai commencé en 99, en 1999, donc au siècle dernier dans l'IA, à une époque où Ah, effectivement, ça ne s'appelait pas encore IA. Et voilà, donc je développe des applications qui s'articulent autour de l'IA depuis cette époque-là. Et effectivement, ouais, je suis intéressé par tous les types d'IA open source. Et donc, j'ai l'habitude de creuser dans l'open source pour développer des cas d'usage divers et variés. Ça va des objets connectés, la finance, le computer vision, le NLP. J'ai passé 17 ans dans une entreprise qui est française, qui s'appelle MyScript, donc qui a été créée en 99 justement, qui est spécialisée en reconnaissance d'écriture. Et donc, c'est là que j'ai appris les bases de l'IA, du NLP. Voilà pour mon cas. Voilà, et donc avec toi, on a Jean-Charles Viplier. J'ai plus de son. Est-ce que j'ai prononcé ton nom super mal ou pas ? Jean-Charles ? On l'a perdu. Jean-Charles, il est consultant en IA et en automatisation avec 26 ans d'expérience en data et en optimisation. Jean-Charles, est-ce que tu nous entends ? Jean-Charles ne nous entend pas ? Je suis désolé, j'ai plus le son, donc je vous laisse continuer, mais je vais essayer de retrouver le son. J'arrive là tout de suite. D'accord. C'est peut-être les AirPods qui n'ont plus de batterie ou quelque chose comme ça. On verra bien. Aujourd'hui, on va parler du coup surtout de la fiabilité des réponses qui peuvent être générées par les IA. C'est pour ça qu'on a mis un titre sur les hallucinations IA. On a noté 4 grandes questions pour que l'audience puisse nous suivre sur le conducteur, du moins. Et donc, les gens qui regardent, donc je pense à Maxime, à Manon, à Samy, à Ludovic, à Hugues Labrousse. Tout ça, on vous invite à poser des questions qui vont dans le même sens que le webinar. On va d'abord dégrossir le sujet sur les hallucinations, est-ce qu'il les produit. Le deuxième sujet, ça va être de parler de comment les RAG, les Retrieval Augmented Generation, ça peut améliorer la qualité d'un modèle de données LLM qui est déjà généré. On va parler des IA multimodales et de comment elles redéfinissent le rapport entre l'ordinateur, entre l'homme et la machine. Parce que de manière générale, aujourd'hui, on a tendance à utiliser ChatGPT plutôt que Google Search pour plein de choses. Quel modèle d'IA ? On va parler aussi finalement de performance et de finalement l'impact écologique de ces modèles parce qu'ils peuvent être énormes. Et c'est aussi parce qu'on utilise des modèles beaucoup trop gros pour des choses qui sont parfois très petites. Et le dernier sujet, ce sont les défis économiques et éthiques. Quand on est freelance et qu'on veut travailler dans l'IA, est-ce que si vous êtes un freelance informatique non brandé IA, est-ce que vous avez du futur dans le métier en vous tournant sur des techno IA ? On va parler de tout ça. Est-ce que ça vous paraît cool, Jean-Charles et Grégory ? Ouais, super cool. J'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions. Je sais pas Jean-Charles, si t'as récupéré ou pas ? Ouais, c'est bon, je suis revenu, ça y est. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Je vais te dire oui, sans problème. Je suis prêt à Jean-Charles. répondre. Ok, Ouais, je t'ai déjà pardon. présenté, du coup. Merci. Mais
Voilà, est-ce que voilà, du coup, tu nous diras, tu iras regarder le replay et tu nous diras si la présentation était pas bien, quoi. Ouais, c'est là que je devais faire une blague ou pas? Je sais pas, non, il y a la Je sais blague sur les plus, cheveux, enfin. c'est après, je crois. Ouais, non mais arrête. On avait dit pas le physique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas In-Situ et qui rejoignent le live maintenant, ou si c'est le premier live que vous suivez chez In-Situ met en relation des freelances et des clients grands comptes, principalement. C'est du portage commercial, mais ils ont également le portage salarial et de l'apport d'affaires. Et ils ont aussi le portage salarial avec In-Situ Portage. Donc vous pouvez devenir indépendant. Si vous n'êtes pas encore indépendant, vous pouvez devenir indépendant en restant salarié grâce à eux. Ils accompagnent des freelances dans toute la France. Hein. Maintenant, grâce au télétravail, on peut trouver des missions freelance très loin de chez soi. Et donc, ils ont quand même des bureaux et des équipes à Lille, à Lyon, à Nantes, à Valence et même jusqu'à Bruxelles. Il y a vraiment des Bruxellois qui viennent au bureau de Lille des fois. Trop marrant. Que vous soyez nouveau, enfin que vous soyez en quête de nouvelles missions ou vous soyez curieux du freelancing, vous pouvez prendre rendez-vous avec des consultants chez In-Situ. Ils vous feront une estimation de TJM, ce qui vous permettra de vous projeter dans votre futur. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous en avez? N'hésitez pas du coup à vous manifester dans le chat pour qu'ils puissent prendre contact avec vous. Et voilà, on va prendre le temps de discuter. Vous pouvez également aller sur le site pour créer un compte et avoir accès à toutes les missions. Ce sera sur l'application WeDesk. Est-ce que c'est cool pour vous, Jean-Charles et Grégory? Vous avez des profils sur WeDesk aussi? C'est la question. Oui, exactement. Non, j'ai mon profil sur WeDesk. Ouais, moi, c'est pareil. Okay. Tout le monde a son profil sur WeDesk aujourd'hui. Ok. Comment vous voulez introduire le sujet? Est-ce que vous voulez qu'on mette la vidéo de Grégory qui introduit le sujet de l'hallucination? Je l'ai mise en accéléré effectivement pour qu'on ait un petit peu de rythme, mais je trouve qu'elle introduit pas trop mal ce que c'est une hallucination. Elle illustre bien. Est-ce que ça vous va? Ouais, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Salut Jean-Charles, comment vas-tu? Sympa ton style capillaire, avec le truc orange derrière dans le décor. Ah, merci Grégory. Par contre, tu vas moins rigoler quand je vais te parler de mes derniers tests sur ton IA Dream My Face. En comptant Imagine Grégory en roi des top modèles avec une longue chevelure intemporelle, j'obtiens ceci. Pour ta peine, tu resteras comme ça toute la vidéo. Et tu m'expliqueras ce qui se passe avec mon IA. Oups, ici Jean-Charles, nous sommes en présence d'une hallucination de l'IA. En combinant mes caractéristiques faciales avec un prompt demandant un top modèle, invoquant au second degré la monarchie sur un ton poétique, le modèle n'a probablement jamais pu consolider ses frontières de décision dans cette partie de l'espace latent concernant une telle combinatoire. D'où ce résultat improbable et hallucinogène. Grégory, t'as fumé la moquette. Espace latent, est-ce que tu peux être plus clair? Ok, ça marche. Nous allons prendre un exemple plus simple, que vous pouvez visualiser en 2 dimensions. Imaginez 2 types d'échantillons que nous souhaitons classifier. Les échantillons rouges peuvent représenter une catégorie d'objets dans une image, le sens d'une phrase, etc. Les échantillons bleus représentent une autre catégorie que nous souhaitons différencier des rouges. La frontière de l'IA dessinée en blanc permet de créer la décision entre les points bleus et rouges, et elle trace tout droit quand elle n'a plus de données. Donc, si on lui demande de classer des données inédites, il est assez probable qu'elle invente une décision. À noter que dans la pratique aujourd'hui, l'IA traite des problèmes à plusieurs centaines de dimensions. Il est donc impossible de visualiser cette frontière de décision. Dans le jargon, on parle d'espace latent pour désigner cet espace mathématique à haute dimension, que l'IA utilise pour représenter les concepts de bas ou de haut niveau et les décisions. Pour éviter l'hallucination, le principe de base est de lui donner suffisamment de données pour qu'elle puisse apprendre correctement. Ainsi, nous pouvons corriger sa frontière, comme nous pouvons le voir ici. Il existe... On va reprendre le temps d'échanger sur ce qu'on vient de voir. Déjà, merci Grégory d'avoir préparé la vidéo. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que dans le modèle, dans les données d'entraînement de l'IA de Dream My Face, c'est un projet d'IA que tout le monde peut trouver en ligne et dont tu es le concepteur et l'éditeur. Et donc là, il n'a pas compris le second degré. Et du coup, il est parti premier degré sur la notion de roi des top modèles, c'est ça? Alors, bon, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu trafiqué l'exemple pour que ça soit, pour tourner ça en dérision et que ce soit une blague. En fait, l'hallucination, je pense que c'est un problème qu'on connaît dans l'IA depuis longtemps. C'est tout simplement, comme on l'a vu dans l'illustration, lorsque on n'a plus de données pour représenter l'exemple, les frontières de l'IA partent tout droit, partent directement tout droit, tirent tout droit. Donc, dès qu'on teste dans ces zones-là, on peut être à côté de la plaque, entre guillemets. Mais effectivement, l'idée, c'est que aujourd'hui, dans les IA génératives, on propose un prompt qui est tellement complexe, c'est une combinatoire qui n'a pas été vue comme exemple. Et la frontière de généralisation, finalement, peut être à côté de la plaque et donc donner l'impression que le modèle hallucine, il invente une réponse qui est un peu à côté de la plaque.
Donc les hallucinations, alors ça explique du coup. Moi, quand j'utilise ChatGPT, c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'arrive plus dans la conversation, j'arrive plus rien à en tirer de lui. C'est parce que comme il garde en mémoire l'ensemble de la conversation, au bout d'un moment, il est complètement hors du tableau. Il n'arrive plus à retomber sur ses pattes. Alors, alors, très bonne question. En fait, comme je l'explique dans la suite de la vidéo, il y a deux types d'hallucinations. Il y a un peu les données manquantes, Mhm. les données qui sont complètement manquantes, c'est-à-dire typiquement, si tu prends ChatGPT, tu as pas forcément la mise à jour sur Donald Trump, qui a été élu durant les dernières élections présidentielles américaines. Donc là, il ne sait pas. Et après, effectivement, tu as le deuxième type d'hallucination où ta demande, elle est tellement complexe parce que tu enchaînes, tu demandes, par exemple, de te parler de physique quantique. Une fois que tu as une description de la physique quantique, par exemple, tu demandes de créer un poème là-dessus, ou tu demandes et ensuite tu enchaînes avec une traduction en japonais en un seul prompt. En fait, ce prompt-là est tellement complexe qu'à l'entraînement, ça n'a jamais été vu. Et donc là, la solution dans ce cas-là, c'est plutôt de fractionner les prompts dans des sessions différentes. Tu commences par demander un sujet sur la mécanique quantique. Puis ensuite, une fois que tu as le contenu souhaité sur la mécanique quantique, tu lui demandes de créer un poème. Donc tu fais ça dans des sessions séparées. Effectivement, si tu as un historique, en quelque sorte, ou un prompt qui enchaîne tellement de... On peut comprendre que, si tu veux, au niveau combinatoire, le raffinement du modèle, parce qu'il faut comprendre que chez OpenAI, ils ont dépensé une fortune pour demander à des experts de créer des dialogues avec des tâches et des tâches, mais on peut comprendre que dans l'espace des possibles, toutes les questions, toutes les combinaisons de questions ne sont pas forcément atteignables. Et en plus avec de la qualité. Donc, d'où cette hallucination. Donc, 2 points, les données et la complexité du prompt. Bonjour Manouvaï. En fait, j'explique souvent à mes collègues quand ils utilisent ChatGPT, par exemple, qu'il vaut mieux ouvrir une nouvelle conversation que réussir une conversation ou changer de sujet dans la conversation. Tu vois souvent, tu es en train de faire un truc et puis maintenant, on va changer complètement de tâche. Moi, je leur dis de changer de conversation ou d'en ouvrir une nouvelle parce que c'est vrai que la conversation, les prompts d'avant, ils influencent la réponse d'après et ils peuvent vite délirer complètement et proposer n'importe quoi. Alors, pas forcément une nouvelle conversation, je dirais fractionner les demandes. C'est-à-dire que si tu demandes tout en même temps, c'est un peu comme un développeur, si tu lui demandes de développer une application assez complexe et en même temps tu lui donnes toutes les règles de l'IT, avec les droits, la sécurité, etc., il explose. ChatGPT, c'est un peu pareil. Ça crée une tâche qui est tellement complexe que, voilà. Bon, après, l'IA, c'est un modèle probabiliste, donc c'est surtout les tâches qu'il a vues à l'entraînement qui sont pas assez, qui couvrent pas assez. Et peut-être il aurait la capacité d'être entraîné pour des tâches aussi complexes. Mais d'une certaine manière, c'est le dataset, la couverture du dataset qui, d'un point de vue combinatoire, devient tellement immense que le temps d'entraînement qui est déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois sur ces modèles, il deviendrait de plus en plus important. Et donc, ça s'arrête là. Voilà. Les limites, on touche aux limites dans ces cas-là. Ok. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un RAG et pourquoi c'est important ? Alors, le fameux RAG Against the Machine, c'est ça? Tu m'avais demandé de placer. Ouais. Donc, c'est des Retrieval Augmented Generation. Ça, c'est pour le texte in English, en anglais. En fait, si tu veux, un peu à contrario de ce que vient d'expliquer Grégory sur les LLM de type ChatGPT, où effectivement le corpus ou le dataset des données en entrée est tout juste colossal. Je crois, Grégory, sans me tromper, ça va être 180 fois l'encyclopédie Wikipédia par langue. Donc, ça a quand même un corpus d'apprentissage qui est tout juste colossal. Ouais, c'était ça à peu près. Il a aspiré 5 fois à la bibliothèque d'Alexandrie et il l'a mangé. Non, mais c'est un truc assez dingue. Donc là, en fait, si vous voulez, on va être dans quelque chose qui va être un peu plus rationalisé. C'est-à-dire que le but,
pour empêcher ces hallucinations ou pour empêcher effectivement les biais qu'on peut rencontrer, tel qu'on l'a montré dans l'exemple avec Grégory, ça va être de travailler sur un corpus, un dataset beaucoup plus limité. Par contre, on va faire en sorte que ce dataset limité, on le maîtrise déjà dans un premier temps, on l'indexe correctement, et on y ajoute effectivement des notions de recherche, de type vector search ou autre, peu importe. Et l'idée, c'est que cet outil, sur un dataset qu'on a, ou un corpus que l'on a bien limité ou délimité, qu'on a bien indexé correctement, sur lequel on met correctement les outils derrière qui vont bien pour aller rechercher l'information, on puisse l'interroger. Et donc là, on va limiter la notion d'hallucination et on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus précis. Alors, on pourrait sortir tout un tas d'exemples là-dessus, pour moi-même l'avoir mis en place pas mal de fois, par exemple sur des référentiels d'emploi, de services ou de compétences et autres. On apprend en fait au modèle ces référentiels, on lui indexe correctement l'ensemble des éléments sans trop rentrer dans le détail technique, et puis derrière, quand je l'interroge, si tu veux, si je recherche tel et tel type de population sur tel et tel type de sujet, le truc avec un taux de matching va me dire, voilà, à autant de pourcents, voilà la réponse que je peux te donner. Donc ça, c'est le gros avantage aujourd'hui de ces modèles-là et qui font en sorte qu'on est en train de plus en plus les déployer parce que justement, on limite ces biais et ces hallucinations. Il y a une question que j'aurais bien voulu vous poser, mais j'arrive pas à la voir. Je peux pas la mettre à l'écran. Je sais pas si Marie ou Cassandra, vous arrivez à voir la question de Ludovic. Hop, elle apparaît pas encore de mon côté sur StreamYard. Bref, mais ce qu'il demande, c'est finalement, est-ce que l'IA a la conscience d'avoir dit une bêtise, quoi? Est-ce que je vois sur certains modèles, par exemple Gemini, il va supprimer les URL parce qu'il se rend compte qu'il a généré une URL qui n'existe pas, par exemple, et il les supprime après. ChatGPT sur les modèles 4.5, il va casser le prompt lui-même et relire son prompt ensuite, et où c'est même parfois possible de dire attention, t'as dit n'importe quoi, et il le dit. Comment ça marche? À quel point l'IA elle est consciente qu'elle a généré quelque chose de faux? Ça, c'est une très bonne question. Grégory? Je veux répondre, Charles. Ouais. Vas-y, Grégory. Alors, il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui est agentic, qui consiste à justement, c'est ce qu'on voit dans les nouveaux modèles, par exemple ChatGPT O1, qui consiste justement, lorsque le prompt est trop complexe, à le diviser, à le décomposer automatiquement en sous-tâches. Éventuellement, on peut attribuer, puisqu'on comprend la nature des questions qui sont décomposées, on peut l'attribuer à des agents qui sont plus experts sur tel ou tel domaine, par exemple quand il s'agit du code, quand il s'agit de composer une poésie ou de la traduction. Et effectivement, dans la tendance aujourd'hui, quand on parle d'agentique, c'est un terme qui est à la mode aujourd'hui, mais on peut introduire des process de vérification. C'est-à-dire qu'une fois que l'agent a généré une réponse, on peut mettre en place des processus de vérification, vérifier les agents avec d'autres LLM, vérifier les réponses et regarder les probabilités en posant la question, est-ce que cette réponse paraît fiable? Et on peut mesurer une probabilité. Et après, si cette probabilité est trop faible, on peut se dire, je supprime cette réponse du prompt, tout simplement parce que le taux de confiance que j'ai mesuré avec d'autres systèmes est trop faible. Ça explique peut-être ce que tu as, les observations que tu as constatées. Je pense même en fait dans l'interface de ChatGPT, moi en tant que développeur, j'aurais juste vérifié si le lien il fait un 404 ou pas et je l'aurais supprimé, tu vois. Je pense que c'est même pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'un IA. Mais le problème c'est que du coup effectivement on rajoute des développements spécifiques qui relèvent plus de l'interface avec l'IA que du modèle, quoi. Mais le modèle en soi, finalement un LLM il a généré un texte, il a aucune conscience de ce qu'il y a dans le texte. Si je lui demande quel est le plus gros mammifère, on est d'accord. Si je demande quel est le plus gros mammifère, il va me répondre que c'est la baleine bleue, mais il a aucune certitude, il sait pas que c'est une baleine, quoi. Juste, il sait répondre baleine bleue quand on lui demande. Est-ce que c'est bien, ça te paraît correct, mon Charles? Tu veux compléter? Oui, ça me paraît exactement. Ça me paraît. Je pense que tu as raison effectivement sur ces sujets-là, puisqu'on est dans l'IA générative, donc c'est-à-dire qu'on va générer effectivement du texte sur des bases statistiques combinatoires, comme l'a évoqué Grégory.
Donc, il a absolument pas la conscience, effectivement, de dire que la baleine bleue est le mammifère le plus grand. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un renvoi vers les interfaces qui serait possible, ou, comme le dit Grégory, l'utilisation de l'agentique, c'est-à-dire d'agents qui vont contrôler, ou avec un agent maître qui va contrôler des agents fils. Et peut-être qu'effectivement, par ce truchement-là, on arrive effectivement à mieux contrôler, à mieux limiter effectivement les hallucinations, ou casser effectivement les phénomènes web de biais ou d'hallucination. C'est ce que je voulais dire. Alors, sur le labelling, on a commencé à en parler. Tu disais que le RAG, il fallait étiqueter correctement les documents. J'avais cru comprendre que les pétas de données, enfin les terras de données qu'utilise OpenAI pour entraîner ces modèles, ils sont surtout étiquetés par des humains. Et c'est ce qui crée la valeur par rapport à s'ils avaient juste aspiré tout Internet. Le RAG, quand tu l'as expliqué, on dirait un jeu de données qui sert à entraîner le LLM. Moi, j'avais plutôt compris que le RAG, c'était quelque chose qu'on donnait au LLM après, que finalement, le jeu de données d'entrée du LLM servait à lui apprendre à parler, à discuter, à échanger, et qu'ensuite, on lui donne un RAG comme une base de documents, une base de connaissances sur laquelle il va produire de la valeur pour le cas d'usage pour lequel on le déploie, quoi. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir là-dessus? Jean-Charles, plutôt, en premier. Bon, si tu veux. Donc, Grégo, peu importe. Moi, les cas d'utilisation que j'ai eu du RAG aujourd'hui dans les implémentations que j'ai faites, je me suis très peu servi de LLM, voire même pas du tout pour certains, puisque je ne devais pas effectivement pouvoir exposer les données sur lesquelles je travaillais. Donc ça, c'est aussi un des avantages du RAG, c'est-à-dire qu'on peut travailler in situ en utilisant effectivement plutôt des algorithmes d'IA prédictive. Et c'est sur cette base-là que moi, je les ai utilisés. Mais oui, effectivement, tu as raison que la labellisation, avec des outils comme Inception ou autres, sont essentiels effectivement dans le corpus d'apprentissage, et il ne faut pas être le seul à labelliser. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un pool de personnes aujourd'hui qui t'aident, ou qui labellisent toute une partie effectivement de la data, de telle manière à pouvoir avoir une médiane à l'intérieur de tout ça au moment où tu vas interroger l'outil. Voilà. Alors du coup, on a un utilisateur, alors je pourrais retrouver sur LinkedIn qui est l'utilisateur qui a mis ce post, et qui nous dit, voilà, finalement, l'IA n'a pas conscience, mais plutôt de l'intelligence. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait une forme d'intelligence, parce que le texte peut prétendre quelque chose de faux des fois. Typiquement, par exemple, sur l'exemple de recette, la recette a l'air juste, mais les proportions sont complètement fausses. Hop. Et ici, la difficulté vient du fait de l'humain qui pose la question, où on pense qu'on parle à une vraie intelligence, alors ce sont des ULM, des algorithmes de données qui recoupent, mais sans avoir conscience de ce qui est dit. C'est un peu la même idée. Hein. Les gens dans le chat ont le même... et du coup, c'était Abdel Jabbar qui avait fait le commentaire. Ont la même sensation que nous. Toi, Grégory, tu utilises plutôt les LLM pour enrichir tes jeux de données, c'est ça? Je pense que dans la vidéo, tu le montres, effectivement, après, tu as les personnes vues du dessus qui servent, où tu modifies toutes les photos que tu as de personnes vues du dessus pour générer un jeu de données d'entraînement, c'est ça? Oui, alors la tendance, il y a 2-3 ans encore, avant qu'il y ait l'explosion des LLM, effectivement, on avait beaucoup de travail de labellisation, un petit peu comme ce que tu évoquais avec ChatGPT. ChatGPT ont vraiment dépensé des fortunes pour créer des questions-réponses, comme je le disais. Et dans tous les sujets d'IA, parce que là, l'IA, ce n'est pas que ChatGPT ou les LLM, il y a plein de formes d'IA. Il y a l'IA sur la vision, sur des prédictions financières, sur des ondes, par exemple sur des senseurs. Tu veux reconnaître avec un accéléromètre que tu es en train de conduire, que tu es en train de manipuler, faire une certaine manipulation. Et donc, tu vas développer des modèles qui vont être capables de réaliser des prédictions sur ces données. Et à ce moment-là, oui, il faut labelliser, et notamment en computer vision. Par exemple, j'ai des projets à la RATP pour compter les personnes ou détecter des personnes au terminus de la ligne 14. Et l'idée, c'était de pouvoir détecter une personne peut-être en position fétale dans un siège avec un pied qui dépasse. Tu sais. Donc, en fait, on reconnaît très bien les personnes aujourd'hui sur les modèles, mais dans ces conditions-là, c'est une posture assez particulière. Donc, pour ça, il fallait labelliser à la main à cette époque des centaines de milliers d'images. Donc, passer en revue chaque image et créer la position avec ce qu'on appelle un cadre englobant
pour montrer là où se trouve la personne et entraîner des modèles deep learning. On parlait plutôt de deep learning à l'époque. C'est toujours du deep learning, mais aujourd'hui, on parle plus d'IA générative. Et effectivement, aujourd'hui, les modèles d'IA générative avec les LLM fusionnent la vision et le texte. Vous pouvez prendre ChatGPT, ajouter une image. ChatGPT est capable de vous donner une description et répondre à une question précise dans l'image. Et on peut utiliser ces modèles-là qui sont absolument gigantesques, qui sont plus lents en temps de calcul. C'est-à-dire quand vous voulez poser une question précise sur une image, ça prend quelques secondes à peine. Donc vous pouvez utiliser ces modèles-là qui sont d'une incroyable précision et qui peuvent généraliser avec quelques centaines d'exemples pour créer beaucoup de données, auto-labelliser énormément de données et entraîner un modèle plus petit. Ouais. Donc ça s'appelle la méthode, alors en anglais, knowledge distillation, ou la méthode, en gros, de l'enseignant qui entraîne l'élève en créant beaucoup de données. Donc en fait, avec beaucoup de données, on va pouvoir entraîner un modèle plus petit, donc plus rapide et aussi plus économe, justement pour le troisième sujet que tu évoquais au début, Damien, c'est l'aspect environnemental, ce qui n'est pas forcément que l'environnement, mais qui est aussi une problématique de coût. Réduire les coûts, la rapidité et l'usage. Donc ça va de pair avec l'écologie. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bon, alors tu réponds à tout le webinaire d'un coup, c'est nickel. Non, c'est chouette. Ludovic a reformulé sa question un petit peu. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait un petit peu de machine learning et j'ai utilisé des vieux algos pour faire du minage de données avant, et tous ces algos-là, ils ont un score de confiance quasiment quand ils font des prédictions, tu vois. Ouais, c'est ça. Les LLM aussi, mais on le voit pas quand on est utilisateur de ChatGPT, on le voit pas quand on est un utilisateur de mid-journée ou quand on utilise des fonctionnalités by Copilot, etc. Donc il y a cette idée-là. Et puis, quelle est la confiance quand on demande à une LLM de générer un texte? Finalement, en vrai, le texte est toujours bon tant qu'il est en français, quoi. C'est quoi la confiance sur une réponse, sur une LLM, quoi? Comment on la score? Qu'est-ce que ça représente, quoi? Alors, on pourrait, sauf que, en fait, sur une phrase, c'est difficile de traduire la confiance sur une phrase parce qu'il y a un aspect séquentiel. Effectivement, les fournisseurs de LLM ne proposent pas encore cette option de donner un score de fiabilité. Mais inversement, je tiens à signaler aussi que quand vous générez un texte avec une IA, aujourd'hui, c'est facile. Alors, si le texte est assez long, c'est facile de calculer la probabilité que ce texte a été généré avec une IA. Ça existe. Ouais. C'est-à-dire que si un étudiant a complètement écrit son devoir avec ChatGPT, normalement, la probabilité d'enchaînement des mots vraiment se retrouve. Il suffit de repasser cette phrase, la phrase de l'étudiant, au crible d'un LLM, et en fait, on recalcule la probabilité. Et finalement, il y a une signature, parce que les LLM ont été entraînés sur des corpus qui sont, comme tu l'as évoqué au début, qui sont bien définis, qui reprennent tout l'Internet. Et en fait, il y a une espèce de signature à chaque fois qu'un LLM génère une réponse. Effectivement, on pourrait, lorsqu'on a un doute sur la réponse, regarder cette probabilité pour voir si elle est importante. Pour une raison que j'ignore, ce n'est pas proposé aujourd'hui. Ouais, il y a des outils comme 0GPT qui vont scorer la probabilité d'IA, mais je pense sur une copie de cours, effectivement, le premier réflexe, ça peut être de mettre la première partie du texte et de demander à ChatGPT de générer la suite pour voir si c'est proche. Tu vois. Ça peut fonctionner déjà. Jean-Charles, tu voulais compléter ? Ouais, je voulais compléter parce qu'effectivement, dans les systèmes RAG que nous, on a mis en place, ça a été pas mal de demandes clients, effectivement, de pouvoir avoir cette notion de scoring, on va dire, de probabilité, effectivement, de matching de la question avec l'algorithme et donc la réponse. Donc là, je pense que sur des systèmes effectivement plus fermés, voilà, si on peut dire ça,
on a cette capacité effectivement de le faire. Mais je suis surpris effectivement, comme le dit Grégory, qu'on ne puisse pas encore le faire aujourd'hui sur les LLM. Voilà ce que je pouvais compléter. Donc sur un RAG faisable. Sur un RAG avec un transformer, ouais. En fait, c'est un peu complexe de donner une bonne normalisation de la probabilité sur la phrase. Et je pense que, en fait, ce sont les systèmes agentiques, comme je disais au début, tu prends plutôt la réponse et tu te demandes est-ce que c'est fiable ou pas. Et là, tu as une probabilité. C'est plus facile d'extraire une probabilité quand tu demandes oui ou non. Tu regardes la probabilité sur le mot isolé, oui ou non. Ouais, sur un classeur, effectivement, un classeur qui a très peu de classes, on a une probabilité qui est claire, mais c'est vrai que sur une LLM, c'est un classeur qui a plein de dimensions, donc c'est compliqué de représenter la confiance qui est multidimensionnelle sur une seule valeur absolue. Exactement. J'ai expliqué le problème mathématique simplement, là, ou pas? C'était très simple, super. Très compréhensible. Vous me direz dans le chat parce que vous me direz dans le chat si c'est clair ou pas, sinon on peut y revenir. Donc du coup déjà, Grégory, tu as déjà commencé à introduire le sujet sur les IA multimodales. Effectivement, ChatGPT 4o est multimodal et aujourd'hui on a tendance à combiner différents modèles entre eux. Même quand on utilise Midjourney, c'est déjà plusieurs modèles parce qu'il y a un modèle de LLM pour essayer de comprendre le prompt et il y a ensuite un modèle qui génère des images. Mais en un seul modèle, ça ne fonctionne pas de le faire. Et ces IA multimodales, on va leur parler, on va interagir avec on interagit avec elles sur différentes façons. Et il y a aussi plein de cas business qui sont plus simples. Grégory, tu as déjà commencé à dire que tu étais assez optimiste sur ces sujets-là parce que c'était assez pratique pour mettre en prod des choses. Jean-Charles, c'est quoi ton analyse sur le sujet ? Oui, je peux qu'aller dans le sens de Grégory, puisque moi j'ai participé et je participe encore justement à un programme de développement d'une IA multimodale avec des personnes donc au Canada, à Québec plus particulièrement. Et l'idée effectivement de ces IA multimodales, c'est de rentrer, alors pour le coup je peux même donner un exemple, c'est de rentrer dans le monde de la santé. Et dans le monde de la santé, c'est d'avoir une IA qui est capable de faire du speech to text, c'est-à-dire je veux prendre un rendez-vous, elle va être capable effectivement de m'aiguiller pour prendre ce rendez-vous et elle va être liée effectivement à l'ensemble des interfaces en interne au niveau de l'hôpital. Donc ça peut être ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés, etc., etc. Elle va être capable d'aller classer correctement le rendez-vous et puis d'interagir avec moi. Donc l'avantage des IA multimodales, en fait, il est qu'on va un peu, ou à mon avis, là, ça serait à discuter, avoir une nouvelle vision en fait des interfaces dites homme-machine, on risque de faire tomber les UX au profit effectivement d'une vraie discussion et d'une capacité d'aller plugger et aller mettre l'information là où il faut qu'elle aille la mettre. Donc voilà, moi c'est la tendance. Le cas d'usage, par exemple, c'est le serveur vocal interactif de l'assurance, de l'hôpital, qui va essayer d'orienter le rendez-vous. Parce que c'est un sujet qu'on a eu encore là en interne de c'est quoi le parcours client quand quelqu'un nous appelle, il faut le rediriger vers la bonne personne qui peut l'aider en interne dans la boîte. C'est quand même toujours un sujet où on a l'impression que c'est compliqué. Et même encore, tu vois, quand j'appelle l'assurance, j'arrive à tomber au mauvais service alors que j'ai répondu à 8 questions différentes, tu vois. Et excuse-moi, mais ça on le fait tomber. On le fait tourner, mais justement, maintenant, il rajoute le fait de devoir dire, exprimer en un mot ou en une phrase simple votre intention. L'IA, à chaque fois, elle dit j'ai pas compris, quoi. C'est quand même. Les modèles aujourd'hui sont quand même assez complexes ou sont pas assez performants pour que l'interface elle soit bonne. Alors, donc, oui et non. Toi, c'est quoi ton secret ? Ouais. Mon secret, en fait, les modèles qu'on a utilisés pour tester ça, effectivement, au niveau de l'assurance, l'idée, c'était de dire, bonjour, j'ai un accident, et puis, vous avez un accident, je vais vous aider à remplir le constat, et ça, on l'a fait. C'est d'utiliser, effectivement, de type OpenAI, c'est d'utiliser Whisper, et puis d'utiliser les API real-time, et on s'est rendu compte, effectivement, qu'en faisant ça, on avait des taux de matching, et bien sûr, on va reprendre un peu ce qu'on se disait au début, l'hallucination et autres, c'est-à-dire que nous, nos modèles, on a tendance à dire ça quand on développe aujourd'hui dans ce modèle-là, c'est qu'on les a mis dans une camisole de force. Et on les a tellement bridés, si tu veux, qu'on les empêche d'halluciner et on les oblige finalement de répondre dans un axe. Et on s'est amusé également à sortir de ça pour lui dire comment tu vas réagir. Et en fait, il nous ramène systématiquement dedans. Donc on arrive à le faire aujourd'hui. Ça prend pas mal de temps. Je pense que Grégory, on en avait évoqué le sujet, donc tu peux compléter mon propos. C'est de travailler effectivement là-dessus. Donc le multimodal, oui.
mis dans une camisole de force aujourd'hui pour l'empêcher effectivement d'halluciner, on va commencer à aller vers des choses extrêmement intéressantes. Tu parlais du parcours client. On a fait un parcours médical aujourd'hui entre la prise de rendez-vous, dans le cas de l'ophtalmo par exemple. Ensuite, tu as un orthoptiste qui va prendre les mesures effectivement du patient et au final, tu vas avoir le chirurgien qui va recevoir le compte-rendu de tous ces éléments-là, un résumé des conversations qui auront pu être faites et qui va être capable de prendre des décisions basées sur ce qu'il n'aura pas vu mais ce qui lui aura été résumé. Voilà, donc ça, c'est mis en place. On a parlé avant de vétérinaires, le travail au téléphone des infirmières vétérinaires. En fait, elles vont avoir une série de questions qui permettent de déterminer si l'animal il doit venir tout de suite ou si est-ce qu'on peut prendre rendez-vous plus tard ou demain, après-demain. Est-ce que c'est un petit rendez-vous, un grand rendez-vous? Ça, tout ce travail-là, il est extrêmement chronophage dans les équipes, dans les vétérinaires, dans les cliniques, de manière générale. Ça existe dans le monde de la santé pour les humains. C'est peut-être plus simple, les humains sont plus similaires les uns les autres, quoi. Le sujet, c'est ça. C'est de sortir finalement, de faire sortir l'informatique, genre là où il n'y a pas d'ordinateur, c'est d'avoir de l'informatique qui rapporte, qui va contribuer. Ouais, et puis un des apports également, moi, de ce que je vois au niveau du multimodal, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs types de devices. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi bien utiliser ton téléphone que ta tablette, et puis en fait, il va y avoir une vraie complémentarité, si tu veux, des usages au travers de tout ça, et l'ordinateur, effectivement, au final. Donc, on a pensé effectivement à mettre un health pod, c'est-à-dire tu rentres dans un pod où tu rentres tes mesures médicales et effectivement, ce truc-là va être complètement tactile et va interagir avec quelque chose effectivement de beaucoup plus, on va dire, dur comme un PC ou autre. Voilà. Donc, c'est ça aussi un des gros avantages du multimodal, je pense, à l'avenir. C'est l'IA ambiante qui scanne la salle d'attente des urgences et détermine qui est un cas qui est plus grave que l'autre, quoi. Ça peut être ça. Bien sûr, attention, n'oublions pas que la décision reste toujours humaine dans ce cas de figure-là. Ouais, mais on connaît des histoires de les urgences, elles ont été débordées et il y a quelqu'un qui était en train de faire un malaise. On aurait pu s'en rendre compte 3 heures avant que la personne a perdu du sang, tu vois. Exactement. Il y en a plein des histoires comme ça et qui sont pas liées à l'incompétence des humains, mais au fait que il y a trop de patients qui sont rentrés en même temps dans la boutique, quoi. Trop d'informations à gérer, ouais, t'as raison. Ouais. Ok. Toi, Grégory, tu étais plus réservé sur le fait qu'on arrête d'utiliser des interfaces logicielles classiques et qu'on se mette tous à parler dans la pièce comme s'il y avait quelqu'un qui nous écoute? Non, pas tout à fait. Plutôt dans les conséquences. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que j'avais pas bien compris ton sujet au départ, mais c'est plutôt que lorsque l'IA réalise concrètement des actions. Par exemple, tu lui demandes de booker un rendez-vous, il y a un risque tout de même qu'il y ait une erreur et que finalement le rendez-vous soit pas pris. Mais non, moi par exemple, aujourd'hui, j'optimise mes temps de transport, j'essaie de passer le moins de temps possible dans ma voiture. Et quand je suis bloqué dans ma voiture, j'utilise l'assistant ChatGPT vocal et je lui pose plein de questions. Voilà, dans ma journée, des sujets que je ne connais pas, sur des questions ouvertes de dev, etc. Et ça me permet d'obtenir plein d'informations par ce biais-là. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ultra qualitatif. Mais sur des données qu'on peut trouver, des données ouvertes, effectivement, la difficulté, comme l'a évoqué Jean-Charles, c'est que quand on veut appliquer ça dans un process en entreprise, il faut réussir à capter la donnée de l'entreprise, qui n'est pas dans les modèles généralistes qui sont ouverts, et bien mettre sous camisole de force le LLM et rester dans un guidage qui apporte de la valeur, qui passe par la voix, qui passe par le LLM, etc. Je crois que je fais pareil que toi, mais moi, c'est après avoir vu un film ou avoir fini un jeu vidéo, par exemple, je vais discuter avec Gemini en mode, mais attends, explique-moi pourquoi dans la dernière séquence de Halo, on voit les yeux du personnage qui apparaissent, quoi. Et c'est fascinant sur certains jeux ou certaines œuvres où il y a énormément de lore et de texte. Les IA ont énormément de choses à raconter. C'est limite plus intéressant. C'est un peu comme si tu étais tombé dans un bistrot et tu avais trouvé quelqu'un qui a exactement le même centre d'intérêt que toi, quoi. Et qui a vu tous les films de Halo, etc. La différence près que tu peux pas boire de bière avec lui. Mais tu peux boire une bière quand même, mais c'est pas grave. Mais ouais, mais pas avec lui. C'est vrai.
On a déjà eu la conversation en sens inverse avec des développeurs, Ouais. c'est-à-dire que le junior dans la boîte utilise ChatGPT pour générer le code et moi je fais la code review, c'est pénible. Est-ce qu'on ne demanderait pas directement à l'IA de générer le code? Ah, mais le ChatGPT va pas jouer au baby-foot et boire des bières avec nous après le bureau, quoi. C'est toujours l'intérêt d'avoir un collègue plutôt qu'une IA est toujours social, quoi. Grégory, tu voulais me corriger? Oui, bah, c'est clair. Après, moi, j'ai des développements entiers. Par exemple, quand je connais pas un langage, le site de Dream My Face, je l'ai codé entièrement avec ChatGPT parce que je savais pas coder en JavaScript. Et bon, alors après, à la fin, je sais plus ou moins coder en JavaScript. Mais c'est à la fois, c'est un peu, moi qui suis quand même optimiste vis-à-vis de l'IA, c'est vrai qu'on se pose certaines questions quand on voit les performances aujourd'hui en génération de code, même si ça a ses limites. Ouais. C'est vraiment, je pense que globalement, ça permettra de réduire les coûts de production sur plein de logiciels, sur d'autres produits que les logiciels qu'on ne mesure pas vraiment encore aujourd'hui. Ouais. Et par contre, oui, au niveau de l'humain, de l'emploi, on peut tout de même se poser des questions. C'est vrai que c'est assez impressionnant. La question de Hugues, elle est intéressante. Alors, il l'a posée en 2 fois, donc je l'ai affiché à l'écran 2 fois. Ouais, il dit que lui, par exemple, il va demander à une IA générative de justifier 2 réponses possibles. Pourquoi ce serait plutôt gauche ou droite? Il nous demande si les réponses sont plus pertinentes parce qu'on l'oriente ou est-ce que c'est parce qu'il arrive à réfléchir. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression, d'après ce que vous m'avez expliqué, que c'est le bon exemple où en fait l'ensemble de choix d'arbres de décision et de probabilité, il est réduit parce qu'on lui a proposé 2 choix et donc du coup il a moins de probabilité de chances d'halluciner en fait. C'est ça l'idée? Jean-Charles? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça l'idée. Si tu veux, on en revient toujours à la même chose. Tu peux, et c'est ce que montrait Grégory au travers des vidéos, c'est-à-dire que sur le corpus d'apprentissage, effectivement, à un moment où tu vas sortir, tu vas sortir de ça, et c'est l'explication qu'on donnait sur le multiprompt entre le japonais, machin, etc. On en revient toujours à ça. Donc oui, plus tu vas, et tu vas te rendre compte, même puisque ce sont des agents conversationnels, tu vas te rendre compte qu'en les utilisant et en conversant avec eux, finalement, tu t'adaptes finalement au résultat. Et tu vas toi-même guider pour essayer d'avoir une réponse la plus propre possible et la plus, on va dire, effectivement, toujours dans ton domaine de compétences. Hein, ça, c'est aussi un jeu avec lequel on s'amuse. C'est-à-dire que moi, je suis bon, effectivement, pour l'interroger dans mon domaine de compétences. Grégory parlait du code. Ouais, au fur et à mesure, on va bien bosser là-dessus et ça va être clair. Maintenant, ne me demande pas d'aller travailler sur du juridique. Là, je suis incapable de te dire s'il hallucine ou pas et je vais prendre tel qui va me donner les informations. Parce que j'ai pas cette culture ou cet esprit critique. Donc effectivement, peut-être que dans la question qui est évoquée, c'est que on oriente forcément les réponses, on converse avec eux, donc on lui demande de préciser un certain nombre de choses. Donc on commence à limiter finalement son rayon d'action et on l'oblige finalement à rentrer, comme je l'évoquais tout à l'heure, un peu dans cette notion de camisole de force pour l'empêcher de sortir. Donc ça peut être une des réponses. Je rejoins. On a 2 questions qui vont à peu près ensemble, donc on va les prendre ensemble. Ludovic dit voilà, ChatGPT, il est fiable pour résoudre des problèmes mathématiques, il génère toujours une réponse crédible, mais toujours fausse. Comment on fait pour avoir confiance? Et Étienne, il nous dit voilà, est-ce que vous arrivez à former les praticiens dans les hôpitaux, par exemple, à la compréhension de l'IA pour qu'ils puissent collaborer la mise en place dans leurs usages? On a toujours eu ce sujet-là sur le machine learning, sur le deep learning, sur l'IA, d'arriver avant. Enfin, un des challenges qui est plus important avant d'avoir des réponses crédibles ou avant d'avoir un système qui fonctionne, c'est de faire en sorte que les humains qui vont l'utiliser, ils aient confiance dans l'outil, quoi, et qu'ils l'adoptent, l'outil. Je trouve c'est les deux sujets pour moi se rejoignent. Hein. C'est-à-dire que avant que les vétérinaires fassent confiance à une IA pour qualifier les rendez-vous entrants, c'est pas qu'une question de performance ou d'expérience. Il faut développer cette confiance-là. Comment on fait, comment on résout ce challenge-là? Moi, je dirais déjà, Ouais. je dirais déjà, heureusement que ChatGPT fait encore des erreurs. Sinon, ça commencerait réellement à me faire flipper. Désolé de le dire comme ça. Ouais, non, en fait,
La confiance, en fait, de toute façon, ce qui est essentiel, c'est qu'on l'utilise. Ça reste un outil. On l'utilise pour accélérer ses développements, mais ce qui reste essentiel, c'est de tester ensuite les réponses. Enfin, après, moi, mon usage, c'est souvent de débugger des problèmes. Donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les IA, les LLM, ils sont bons pour des questions locales. Quand on code, c'est toujours des réponses Ouais. locales. Par contre, pour développer une stratégie très globale, avec beaucoup de détails, bah, c'est un petit peu lié à ce que j'expliquais au début, le fait que Ouais. le corpus de questions-réponses, de par sa combinatoire, a ses limites. Bah, les LLM restent bons sur des questions locales. Donc déjà, si on veut éviter d'avoir deux réponses possibles, etc., en fait, c'est déjà d'être plus précis dans le prompt. Et puis après, effectivement, moi, par exemple, quand je pose des questions sur des stratégies d'algorithmes en IA, effectivement, sur des sujets très confidentiels qui ne sont pas forcément évoqués dans des papiers de recherche, même en étant précis dans les prompts, les LLM ne me suggèrent pas forcément une voie. Par contre, Ouais. quand on commence à avoir des idées, si on apporte plus de contexte sur une idée en demandant de valider, bah, est-ce que j'ai une chance de résoudre mon problème en combinant telle chose et telle chose, là, tout d'un coup, ça permet d'obtenir des réponses, mais effectivement, il faut guider, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience, il y a des limites, et le LLM ne va pas te créer une stratégie totalement globale comme ça. Ouais, Voilà. sur le code, c'est vrai que sur le code, c'est vrai que les outils seront bien plus pertinents pour générer une feature de plus ou une fonction de plus Voilà. quand il y a déjà des Ouais. 15 000 lignes de code. Si on C'est vrai. demande, si on demande rien que, tu sais, il y a plein de petits outils qui permettent de générer un peu du boilerplate code ou une application type bloc-notes, etc. Mais déjà, un blackbox.io, .ai, tu lui demandes de te générer un Netflix-like. Tu lui fais l'exercice 4 fois, il va te faire 4 choses différentes. Donc c'est déjà, il y a déjà une divergence qui est forte quand tu leur demandes de partir de zéro, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de leur demander de finir ton travail, mais il faut pas leur demander on n'en est pas à on va filer un cahier des charges complet d'une appli et ChatGPT va générer toute l'appli, quoi. Non, ça, Jean-Charles, non. dans les hôpitaux, on fait comment pour que les gens aient confiance dans les outils? Ah bah voilà, pour corroborer un peu ce que vous étiez en train de dire, bah en fait, on va passer par de la phase d'acculturation, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer effectivement, alors à plusieurs niveaux, et ça on en a pas mal parlé avec Grégory, indépendamment de ça, c'est que il va falloir déjà acculturer, un peu mettre les gens ou leur exprimer un peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire attention, oui, on peut les utiliser, oui, il y a des hallucinations, attention à comment on l'utilise. Moi, je vais l'utiliser dans le monde de l'informatique parce que c'est mon métier, un médecin doit l'utiliser dans le monde médical parce que c'est son métier, mais on va pas inverser les rôles. Donc, il y a déjà ça, effectivement, dans cette phase d'acculturation qui est essentielle, d'expliquer les limites et les possibilités de ces outils-là. Et puis après, c'est de les accompagner, effectivement, en leur montrant au travers de MVP. Donc, on va revenir vraiment là sur nos notions purement informatiques de développement. Et c'est de montrer, effectivement, que sur des premières tâches assez simples, effectivement, on a une réponse qui est cohérente et de créer cette confiance à ce niveau-là et de cette façon-là. Donc, un accompagnement, c'est certain. D'expliquer les limites aujourd'hui, c'est essentiel. Et après, on travaille de concert sur des systèmes itératifs pour fournir un résultat qui soit le plus probant possible et qui donne confiance effectivement dans l'utilisation de ces outils. Voilà. C'est comme ça que je donnerai les premières règles on va dire du bien développé en IA. Ouais, et puis Ludovic complète, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand l'IA elle donne des réponses qui ont l'air justes le plus souvent, au bout d'un moment, il faut qu'on garde l'esprit critique. Mais ça, c'est comme expliquer à nos parents que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, quoi. C'est Finalement, vrai. l'outil reste le même, il faut le rappeler, parce que ChatGPT est quand même vachement plus convaincant que Google Search des fois. Donc c'est bien, finalement. C'est chouette quand même qu'il y ait du scepticisme dans les usages. Bon, du coup, on disait D'une manière générale, ouais. D'une manière générale, oui. D'une manière générale, faut pas croire. En fait, le challenge du data scientist sur toutes les applications, c'est réduire le
le taux d'erreur. C'est vraiment le but principal, mais c'est un vrai challenge. C'est vraiment un job à plein temps pour réduire le taux d'erreur partout. C'est sportif, c'est du sport. Hop. Il va falloir que tu accélères quand même, Dame, me dit casse. Bah ouais. On va finir un petit peu, finalement, sur la dernière question, sur les défis économiques et éthiques. C'est quoi les opportunités aujourd'hui quand on est freelance dans l'informatique? Est-ce que on peut aller travailler sur des sujets de gouvernance IA? Est-ce que on peut travailler finalement on peut proposer déjà dans nos développements d'intégrer des outils sur étagère? Qu'est-ce qui va changer finalement dans l'informatique en 2025 avec plus de généralisation encore des outils IA? Pour les freelances qui bossent dans ce domaine-là, qu'est-ce qui va changer, quoi? Je sais que Grégory, t'adores faire les prédictions, donc on va laisser Jean-Charles en premier. Moi, je pense qu'on a une phase de mutation effectivement qui est extrêmement importante dans notre métier. D'ailleurs, on voit apparaître un peu comme pousser comme des champignons des experts d'IA, alors que moi, ça fait un peu plus de 20 ans effectivement que je travaille déjà sur le data mining et puis une petite dizaine d'années sur l'IA. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir à l'intérieur de tout ça qu'on soit suffisamment pédagogue pour expliquer qu'il n'y a pas de génération spontanée de mise en place de l'IA. Et notre métier en tant que freelance, effectivement, est donc d'avoir un peu d'expérience, puisque c'est aussi ça être freelance, c'est d'essayer un peu tirer le grain de livret et d'être en capacité de pouvoir déjà dire que l'IA ne va pas résoudre tous les problèmes chez les clients et d'être là, comme je l'ai évoqué, sur des phases d'acculturation, sur des phases d'éligibilité, de feuille de route. C'est-à-dire que tout n'est pas IA, et puis derrière, comment on peut accompagner justement les personnes là-dessus. Donc, vas-y, je t'en prie. Ce que je pense que là, pour revenir sur ton propos, c'est qu'il faut différencier. Il y a quand même, tu vois, beaucoup de travail d'acculturation, c'est-à-dire que tous les métiers de manière générale qui utilisent de l'informatique, ils doivent développer une compétence sur l'utilisation d'outils IA qui n'existaient pas avant. Tu vois, comme on disait, expliquer à nos parents que ChatGPT n'a pas toujours raison, tout comme Google Search n'avait pas raison. Ça, il faut le faire dans tous les métiers de l'informatique. Ces experts IA qui ne sont pas des scientifiques ou des ingénieurs purs et durs, ils ont quand même tout ce travail-là à faire et il faut que quelqu'un le fasse, quoi. Et effectivement, il faut différencier les deux compétences. Ils ne vont pas installer un système entier qui va guider des patients dans un hôpital, quoi. C'était ça ton propos? Oui, c'est un peu ça, effectivement. Mon propos, c'est d'être transparent, effectivement, sur ce que c'est aujourd'hui et sur ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est aujourd'hui d'être extrêmement pédagogue également sur les limites de ces outils-là. Donc ça fait partie effectivement de nos métiers et de nos devoirs, entre guillemets, travaillant sur ces sujets d'intelligence artificielle. Ouais. Hugues, du coup, je vais devoir skip ta question. Hugues a posé une super question, mais grosso modo, on y a déjà répondu. On y a déjà répondu en disant qu'il valait mieux couper le prompt en petits morceaux. Et effectivement, franchement, moi j'évite de faire un prompt avec 10 bullet points. Je préfère garder mes 10 questions à part, ou alors je fais un GPT custom qui connaît toutes les tâches habituelles. Tu as une bonne méthodologie, excuse-moi juste pour répondre à ça à Hugues, tu as une très bonne méthodologie, ce qu'on appelle les arbres de pensée. C'est-à-dire que c'est une méthodologie un peu en entonnoir où tu vas ouvrir effectivement et tu vas limiter le truc pour avoir une réponse la plus probante possible. Ça t'évite de partir et de faire n'importe quoi. Et de rentrer dans une conversation essentielle. Il faut rentrer dans une conversation avec ces agents conversationnels. Ouais. Voilà. C'est pour ça que leur demander d'impersonner quelqu'un... souvent, tu sais, il y a un prompt préparatoire en disant tu as lu tel livre et tel livre, c'est ton métier, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Grégory, quel est ton commentaire de fin? Qu'est-ce qui va changer dans le monde des freelances informatiques avec l'arrivée de l'IA et la généralisation des systèmes informatiques sous champignons? Alors, effectivement, depuis l'arrivée de ChatGPT, ce qui se passait avant ChatGPT, c'est qu'on n'était pas dans l'hiver de l'IA, mais c'est vrai que moi, sur 25 ans, c'était pas forcément évident de trouver des missions en IA. C'était souvent des sujets difficiles parce que historiquement, au début, il n'y avait pas tous les frameworks. Aujourd'hui, ce qu'on a pour avantage, c'est l'arrivée de ChatGPT qui a rendu tout le monde, enfin ChatGPT et les autres, mais qui a rendu tout le monde addict au LLM et qui prouve que l'immense valeur que ça apporte. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui se créent
pas forcément avec des compétences ultimes en IA, mais tout simplement dans l'automatisation des process en entreprise, utiliser les outils sur étagère, les API. Et on peut, en fait, on limite quand même le risque de casse, d'automatisation de process qui ne fonctionnent pas, étant donné la qualité des produits sur étagère qui existent. Quand je dis produits sur étagère, c'est les LLM qui Ouais. sont conditionnés sous forme d'API qu'on peut appeler et qui ne cessent de monter en qualité. Et donc, cette branche-là, elle génère beaucoup d'emplois aujourd'hui. Et par contre, je pense que les projets plus complexes qui nécessitent de prendre de l'open source, de dériver des modèles open source pour des cas d'usage très complexes, elle est toujours aussi rare, quoi. Elle est rare et elle reste assez confidentielle. Voilà donc ma prédiction, c'est que effectivement le métier de développeur, finalement, ça va être de l'IA, ça va être automatiser des process dans les entreprises en utilisant l'IA sur étagère. Et donc à chacun d'approfondir sa connaissance de ce qu'il y a dans la boîte noire, comme d'habitude, je dirais, c'est ce que font tous les devs. On utilise des boîtes noires, et puis si on veut bien coordonner toutes les boîtes noires, il faut comprendre ce qu'il y a dans les boîtes noires. Donc, ma prédiction, c'est que tout le monde va se mettre à l'IA, essayer de comprendre mieux ce qu'on a dans les boîtes noires, pour mieux les utiliser. Mais de toute façon, les boîtes noires, elles sont déjà présentes aujourd'hui. Elles ne vont pas cesser de s'améliorer. Ouais, donc Célébi nous dit qu'il faut utiliser l'IA pour booster son quotidien, lui demander des petites tâches, des petites modifs. Effectivement, moi, quand je travaille sur un article, ça marche mieux de demander à ChatGPT de commenter mon article ou de me faire un feedback dessus plutôt que de lui demander de le rédiger à ma place. Et Ludovic nous dit que la fiabilité et la confiance sont vachement liées. Donc lui, il voudrait que ça se démocratise, le fait de donner un indicateur de confiance. On a déjà disserté sur la complexité mathématique de cette question. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? Parce que finalement, on a fait le tour. En vrai, on a pris le temps de développer pas mal de sujets. On n'a pas forcément suivi le conducteur, mais c'était intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot? Grégory, vas-y. Ouais, moi je démarre une chaîne YouTube où dans le format de la vidéo du début, vous avez donc je génère mes vidéos entièrement en IA, donc je scripte tout en texte et c'est entièrement généré en IA. Alors après c'est perfectible, mais ça me permet de publier des vidéos très rapidement. J'essaie de faire des formats de 5 minutes sur des sujets d'actualité où j'essaie d'expliquer les choses de façon très simple pour aller au fur et à mesure des vidéos, enfin sur la fin de la vidéo, rentrer un peu plus dans le détail, parfois en montrant du code. Donc si ça vous intéresse, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous pourrez trouver le lien vers ma chaîne YouTube. Ok. Merci. Et Jean-Charles, c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est continuez à les utiliser, utilisez-les bien, pas pour faire les pizzas, puisque un peu comme toi, moi j'ai une problématique sur ma pâte à pizza, générée effectivement avec ChatGPT, pas assez de levure. Donc finalement, je me suis retrouvé avec c'est le problème de la levure, trop plate. Voilà, donc ne lui faites pas entièrement confiance, ça serait le mot de la fin, effectivement, et restez critique effectivement sur son utilisation. En vrai, moi, mes proches, je me suis engueulé à Noël parce que toutes les conversations et tous les débats, genre par exemple, combien ça coûte, l'adoucisseur, il a pas bien fonctionné une journée. Est-ce qu'on remplace par un adoucisseur à CO2 ou un adoucisseur, on remet un adoucisseur à sel? Moi, j'ai tout de suite demandé à Gemini, c'est quoi l'intérêt de l'un, l'intérêt de l'autre? Du coup, c'est vrai que je me suis fait un peu engueuler parce que dès qu'on me disait quelque chose, une vérité générale, je la vérifiais tout de suite. Et voilà, c'est vrai que je trouve qu'au quotidien, c'est rigolo. Ça permet de répondre à des questions complexes. Des fois, c'est compliqué de trouver quel budget il faut pour installer un sauna. Ouais, j'ai aussi cherché ça comme réponse. C'est vrai que ce genre de questions-là, c'est compliqué de les trouver. D'habitude, il faut parler à des professionnels, etc. Là, effectivement, on peut avoir des réponses qui ont l'air probables. Ça nous permet au moins de travailler sur le sujet. Exactement. Dans le quotidien, généralisons cet usage-là et ce sera encore plus rigolo et ça viendra dans le pro.
Bon, bah merci beaucoup, c'était cool. Je mets le générique de Merci. fin, comme ça dans le chat, on a le temps de se dire au revoir. Et restez avec moi, Jean-Charles et Grégory. Il faut laisser du temps à l'outil pour qu'il m'upload votre vidéo pour le replay. Ça marche? Ok. À Ça bientôt. marche.